Bonjour Nicolas Ksis-Martov. Bonjour. Quels ont été et quels sont aujourd'hui les liens entre le sport et le militantisme? Oui, on sait qu'aujourd'hui, ce qui domine dans l'opinion majoritaire, c'est cette idée un peu hallucinante et héritée de Coubertin de l'apolitisme du sport, qui est complètement fausse d'un point de vue historique, y compris pour les grandes structures dominantes comme le CIO, et qui en plus ne correspond pas à ce qui a pu exister dans certaines branches et activités sportives. D'abord, aussi bien dans le niveau syndical que le niveau local, il y a des logiques simplement d'organisation, de mise en place des pratiques sportives qui concernent les élus syndicaux ou alors les municipalités ou les élus ou les politiques plus larges. Je pense à quelqu'un comme Léo Lagrange, par exemple, au moment du Front populaire. Le deuxième aspect, c'est qu'un grand nombre de militants et de militantes ont été des sportives, ou des sportifs de manière très différente, que ça soit en étant des animateurs, des responsables de leur club, de leur structure, évidemment, sur le travail, localité, etc. Ou par ailleurs, c'était des gens qui étaient passionnés par le sport et qui ont, à un moment ou à un autre, en ayant des engagements politiques très forts, et par ailleurs, pu faire des jonctions ou mettre en relation les deux. Après, c'est difficile de toujours trouver les ponts, mais voilà, quelqu'un comme Charles Michel, qui était donc ce grand résistant mort à la guerre, député communiste, mais qui a découvert l'Union soviétique parce qu'il était un très bon joueur de foot et qu'il est parti avec une délégation française dans les années 30 pour un échange sportif. Le dernier lien, il est assez évident, c'est que le sport est un sujet de société et qu'il est devenu de plus en plus important. Et inévitablement, dès que vous avez fait de la politique et que vous vous intéressez un peu à ce qui se passe et que vous avez des vocations ou des ambitions de transformation sociale ou autre, vous ne pouvez pas l'ignorer. Parce que c'est, comme tout élément de la société, il appelle réflexion, action, engagement. Mais est-ce qu'aujourd'hui le sport-spectacle a mis fin à ces liens ou est-ce que le sport s'empare de nouvelles questions comme les luttes féministes, les luttes contre le racisme? Alors le sport-spectacle, il existe, il est très important, il a pris en importance, mais enfin, il a pris de l'ampleur et économiquement, c'est devenu assez essentiel. Mais le sport de masse, c'est ce qui reste le plus dominant et c'est là qu'on va peut-être retrouver les formes les plus classiques d'engagement dont j'ai parlé. Il y a toujours des gens qui, dans les clubs, que ça soit à travers le développement de l'escalade populaire ou le foot à 7 autogéré, etc., vont continuer à mettre en place des formes ou des réflexions ou des tentatives de transformation sociale à travers le sport. Par ailleurs, dans le sport-spectacle, il y a 2 choses essentielles qu'il faut retenir. D'abord, malgré tout, le sport-spectacle, il est toujours un peu rattrapé. Le Stade de Reims, ce grand club, joue dans un stade qui s'appelle le Gutzone, qui est un ancien dirigeant de la FGT résistant, mort sous la torture de la Gestapo après avoir été livré par la police française. Ensuite, par exemple, dans les tribunes, vous avez ce qu'on appelle le mouvement ultra, qui est quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis 20 ans en France, et dans lequel vous avez quand même des dimensions de militantisme, d'engagement qui sont pas neutres et qui sont pas inintéressantes. Alors, il y a des formes qui sont parfois plus complexes et pas toujours agréables, mais et ça touche vraiment pour le coup la jeunesse. Même pour prendre un exemple tout bête, hein, récemment, il y a eu un débat au sein de l'Agence nationale du sport parce que dans les acteurs économiques qui sont invités à participer à cette grande agence nationale du sport qui maintenant a vocation à être principal acteur du développement du sport en France, dans le monde économique, il y a que le MEDEF qui est représenté et les syndicats ne sont que, entre guillemets, invités comme observateurs. Voilà, donc ça veut tout dire et en même temps, les syndicats ont protesté à juste titre. Voilà, et les syndicats ont obtenu, par exemple, récemment, entre guillemets, une victoire puisque les CTS ne vont pas être délégués aux fédérations et l'État va garder ce bras armé son intervention dans le sport. Avec la question, par exemple, des genres, la question de la lutte contre l'homophobie ou les violences sexuelles, qui peuvent sembler des thèmes, entre guillemets, de société, sont très politiques et interpellent notamment sur des rapports de domination et le fonctionnement de ces structures que sont les fédérations sportives. Et le sport n'est pas pire, entre guillemets, qu'ailleurs, mais il est dans la société, donc il est traversé par ces contradictions et ces problématiques. Dernière question, qu'est-ce que représente le métron pour toi? D'abord, c'est ma jeunesse, parce que j'ai commencé quand j'étais jeune étudiant à écrire des notices dedans et que c'était une forme entre guillemets «de reconnaissance» parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai un certain âge, donc il était qu'en version papier. Donc oui, après il y a eu un CD-ROM et ensuite on a vu apparaître timidement les versions sur internet. Maintenant tout est accessible et c'est très bien et quelque chose en plus avec la figure de Jean Métron qui était un des grands historiens de l'anarchisme et d'un autodidacte. C'est quelqu'un qui était pas dans le moule et ça se sentait quand même dans le travail et cette volonté qu'il avait eue dans cet immense projet d'associer tout le monde, c'est-à-dire aussi bien des étudiants d'histoire, des historiens
accomplis, les structures, les organisations, des cercles d'historiens entre guillemets amateurs, comme on dit, ou amatrices, mais ce qui ne correspond pas à la réalité, puisqu'ils sont parfois bien plus calés que nous. Et donc, tous ces groupes ont fini par essaimer dans toute la France, c'est assez admirable à observer. Voilà, pour le coup, l'histoire vivante, l'histoire populaire, en acte, comme il y a Gérard Noiriel qui a écrit un livre, il y a une histoire populaire qui se vit comme il y a une éducation populaire, et le Métron a été un de ses acteurs principaux. Aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire qu'on ait cette mémoire-là de la masse des militants et des militantes, ou des personnes qui se sont engagées à des moments différents dans différents secteurs. Donc le Métron, il y a une vraie vocation de ce point de vue-là à entretenir une mémoire qui est, je dirais pas qui est oubliée, parce que la société ne se résume pas à ce qui se passe tout en haut, mais qui pourrait être réservé à des cercles ou dans des milieux, et c'est bien qu'il y ait cette espèce de, on appelle les open data, c'est-à-dire ces données disponibles à tout le monde, et en masse, parce que là, pour le coup, on a vraiment une multitude de visages, de parcours, sans angélisme, sans cacher les problèmes. Après, il y a des manques, il y a inévitablement, mais c'est quand même assez essentiel que de mettre des noms, des visages sur des grands mouvements comme le socialisme, le syndicalisme, l'éducation populaire, le féminisme. Il y a une masse, et cette masse, elle a une multitude de visages, d'engagements, de vie, parfois chaotiques. Donc voilà, on retrouve tout ça dans le Métron, qui peut être facile à lire, hein, faut pas se mentir, mais c'est de nécessité, je dirais presque, on dirait l'intérêt public. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. T'en prie.